Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gauthier. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, émission pré-enregistrée qui sera publiée donc le 17 août 2018. 17 août 2018, pourquoi cette date? Tout simplement parce que c'est la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie. Alors petit rappel historique salutaire. Dès le XVIe siècle, donc l'archipel indonésien, Gauthier, est l'enjeu d'âpres rivalités entre les puissances européennes. Les Portugais et les Espagnols, à la recherche des épices, furent les premiers Européens à y pénétrer. Donc très rapidement, les Hollandais, vers la fin du XVIe siècle, prennent part à ce fructueux commerce et en 1602 fondent la Compagnie unie des Indes orientales. Alors pendant plusieurs siècles, donc l'Indonésie va être sous contrôle hollandais, on disait même néerlandais à l'époque. Et il faut se rappeler la célèbre citation de Sukarno, dont nous parlera Gauthier ultérieurement, du 17 août 1945, celui qui fut le premier président du pays. Il lisait la déclaration suivante: « Nous, nation indonésienne, déclarons par la présente l'indépendance de l'Indonésie. Les choses concernant le transfert du pouvoir, etc., seront organisées de manière attentive et dans les plus brefs délais. » Donc vous l'avez compris, l'Indonésie a été une colonie hollandaise, néerlandaise pendant plus de 3 siècles. Et au cours des événements de la Seconde Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, les Indonésiens vont en profiter pour obtenir leur indépendance. Et ce sera, Gauthier, un chemin très compliqué, très tortueux. Oui, c'est pas un chemin linéaire, c'est pas une indépendance qui s'acquiert tout de suite, puisque c'est en fait 5 années d'incertitude. C'est pas non plus une guerre frontale entre les anciens colonisateurs néerlandais et ce qui seront les nationalistes indonésiens, guidés, comme tu l'as dit, par Sukarno et par ailleurs un musulman, Mohamed Atta, qui sera vice-président d'Indonésie. C'est pas tout à fait une guerre frontale. Il y a des phases de pourparlers, des phases de petites opérations militaires, où les Néerlandais ne sont pas seuls d'ailleurs, puisqu'ils seront, on le verra, avant tout associés aux Britanniques et aussi à d'autres troupes qui peuvent poser problème, notamment les Japonais, ce qui peut être paradoxal, et ce qui sera vécu par les Indonésiens comme une provocation, parce que naturellement, les Japonais, c'est l'ancienne armée d'occupation entre 1942 et 1945, et les Indonésiens, même s'ils ont pu de temps en temps collaborer avec eux, ne voient pas d'un bon œil que des troupes supplétives japonaises s'associent aux Néerlandais pour une réinstallation coloniale. Bref, on le verra, c'est 5 années d'histoire qui effectivement commence avec cette déclaration d'indépendance indonésienne le 17 août 1945, mais qui en fait, cette histoire tire son origine effectivement de l'effondrement des Pays-Bas durant la Deuxième Guerre mondiale, l'effondrement en Europe, puisque tout comme la Belgique et la France, le pays, pour rappel, est vaincu militairement en quelques semaines par l'armée allemande en juin 1940, c'est le Blitzkrieg, la guerre éclair, et ensuite il est occupé plus longtemps d'ailleurs que les autres pays d'Europe, parce que l'occupation des Pays-Bas, compte tenu de l'échec de la bataille d'Arnhem, ne s'achève pas, Franck, durant l'été 1945, mais en mai 1945, je crois même le 11 mai 1945. Bref, les Pays-Bas sortent exsangues, ils ont perdu le contrôle de leur... ils vont perdre le contrôle 3 mois plus tard d'une grande partie de leur empire colonial, le joyau de leur empire qui était, alors on disait pas l'Indonésie, mais on disait les Indes orientales néerlandaises ou Indes orientales hollandaises, et naturellement, oui, ça peut se comprendre, de la part d'une ancienne puissance coloniale, ils vont tâcher de recouvrer leur ancienne possession dans leurs Indes à eux, tout comme le feront d'ailleurs Franck au même moment, en 1945-1946, les Français vis-à-vis de l'Indochine, où l'indépendance s'est proclamée par les communistes d'Ho Chi Minh, et on verra d'ailleurs le même cas de figure, c'est-à-dire une intervention britannique aux côtés des Néerlandais et des Français, mais avec des réticences quand même. Oui, alors il est également important de rappeler que le gouvernement des Pays-Bas, à partir de 1900, il reconnaît que le devoir d'une puissance coloniale dominatrice est non seulement de promouvoir le développement économique, avec une politique sociale appropriée. On retrouvera un peu le même phénomène avec l'Empire britannique, un peu moins dans l'Empire français. Cette politique sociale appelée
par les historiens hollandais et néerlandais de politique éthique, donc je cite, politique éthique, va être poursuivie pendant un quart ou 2 siècles, et elle va mélanger philosophie traditionnelle, paternalisme, et cela va permettre justement à l'Indonésie de se développer avec des grands progrès, notamment dans l'agriculture, l'irrigation, la santé publique, les travaux publics et l'aménagement du territoire. Cependant, Gauthier, les Indonésiens ne sont pas dupes de ces avancées à la fois politiques, sociales, même économiques, et ils réfléchissent à leur indépendance, déjà dès 1900. Mais à l'époque, il y avait cette infériorité des pays, on va dire, asiatiques jaunes face à l'homme blanc. Et il va y avoir un premier élément déterminant en disant qu'il va être un facteur de prise de conscience que le combat est possible et qui peut être gagné. C'est la victoire du Japon sur la Russie en 1905 et également les débuts de la révolution turque. Ça va montrer aux Indonésiens que les Blancs ne sont pas invincibles et que les vieilles structures peuvent être abattues. Alors les Indonésiens savent qu'il faut faire un effort pour conquérir leur indépendance. Et durant ce début de XXe siècle, le mouvement national en Indonésie commence à prendre de l'ampleur. Donc il y a plusieurs mouvements politiques qui vont être créés. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il y a également un autre phénomène qui va permettre l'unification du pays sous la bannière de l'indépendance. C'est la religion musulmane qui va être, on va pas dire rénovée, mais adaptée aux mœurs indonésiennes. Donc avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a trois phénomènes à prendre en compte. Dans un premier temps, les Hollandais, même s'ils dominent, ils veulent tout faire pour développer leur colonie. Dans un deuxième temps, il y a des défaites et des révoltes de pays dominés face à des pays dominants, et certains pays dominés remportent des victoires. Et enfin, le troisième facteur qui va être pris en compte, ça va être en fait l'unification politique sous la bannière, on va dire, de l'islam. On le verra, l'islam sera une force qui sera également utilisée par les Japonais dans leur propre désir que l'occupation se fasse dans des formes correctes, que l'occupation se fasse dans l'intérêt du Japon et dans l'intérêt de la constitution de cette grande Asie que voulait le Japon. L'islam, c'est une force importante en Indonésie. Elle a aussi une expression politique. Les Japonais le voient bien lorsqu'ils tâchent de s'appuyer sur des partis musulmans anticoloniaux qui sont favorables à l'Axe, même s'ils déchantent un petit peu parce qu'ils voient que ces partis, en fait, ont beau être représenter une part nombreuse de la population, ils ne sont pas très efficaces politiquement. Alors cette phase d'approche de ces partis musulmans, elle s'étale de l'arrivée du Japon en Indonésie en 1942 jusqu'en 1943 à peu près. Ensuite, les Japonais s'orientent en fait vers d'autres forces politiques. Ils émettent le souhait d'unifier les nationalistes laïcs au sein d'une seule formation, le Putera. Et là, on retrouve ces deux figures que sont Soekarno, né en 1901. Soekarno, c'est pas le nom d'origine, c'est un pseudonyme. Et Mohamed Atta, né en 1902, qui seront respectivement président et vice-président de la République d'Indonésie à partir de 1945. Tiga, kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia. Als constitutioneel vice-president. Et on peut dire que les Japonais, paradoxalement, quelques mois avant cette déclaration d'indépendance indonésienne, sont un petit peu, entre guillemets, les promoteurs du nationalisme indonésien. Ça, c'est une formule qui est un peu étrange en apparence, qui est de l'historien Marc Michel. On la retrouve dans Décolonisation et émergence du tiers-monde. La formule exacte, c'est les Japonais jouèrent donc presque involontairement le rôle de promoteurs d'un nationalisme indonésien qui leur échappa. Pourquoi est-ce que ce nationalisme indonésien échappe aux Japonais ? Parce qu'il est nombreux et qu'il se constitue également militairement. Parce que le Putera dont on parlait, conduit par Soekarno, s'agrandit en fait d'une branche militaire qui sera le prototype de l'armée nationale indonésienne, qui est la PETA, une force qui comptera à peu près 120 000 soldats en 1945, et naturellement, cette force
politique et militaire, elle échappe au contrôle des Japonais, tant et si bien que les Japonais ont une alliance avec l'aristocratie javanaise. On reparlera sans doute pas mal des Javanais parce qu'ils sont dominants dans cet archipel. Ils tentent une alliance avec l'aristocratie et les notables musulmans, ça c'est en mars 1944. Elle ne marche pas davantage, cette alliance. Donc les Japonais sont un petit peu acculés. Et le 7 septembre 1944, ils annoncent qu'ils donneront à l'Indonésie son indépendance dans un proche avenir. C'est un petit peu vague, même si l'armée d'occupation est un petit peu réticente. Ça, c'est les autorités japonaises qui disent ça. L'armée d'occupation, elle est un petit peu réticente. Mais le contexte militaire en Indonésie devient si difficile que les Japonais sont contraints de lâcher du lest, parce qu'il y a la reconquête américaine des Philippines, les premiers bombardements sur le Japon, a fortiori les bombardements atomiques en août 1945, ce qui fait que les Japonais se décident à créer un comité pour préparer l'indépendance indonésienne, ça c'est le 11 août 1945, ils annoncent que l'indépendance sera en vigueur une douzaine de jours plus tard, mais l'histoire ne leur donne pas le temps, puisque eh bien, le Japon capitule, et les Indonésiens s'émancipent eux-mêmes le 17 août. Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis, on va revenir là-dessus. Les Indonésiens, en fait, ils vont prendre de court les Alliés, on va dire, tout simplement parce que les Indonésiens ne voulaient pas que leur indépendance soit considérée comme acquise par un pays ennemi ou par un pays vaincu, c'est-à-dire le Japon. Donc les Indonésiens, justement, vont profiter de l'écroulement général pour déclarer leur indépendance et pour simplement justifier aux yeux du monde et également des futures autorités politiques dominantes que l'Indonésie ne doit son indépendance qu'à elle-même, elle ne doit son salut qu'à elle-même, et non son salut à un ennemi qui vient d'être vaincu. Donc il faut revenir un peu dans le temps pour rappeler qu'en 1927, donc Sukarno avait créé le Parti national indonésien, et à l'époque c'était un jeune ingénieur de 26 ans. Donc son objectif, on l'a vu, il a été d'une certaine façon atteint, c'était l'indépendance totale de l'Indonésie sur le plan politique et économique. Date également importante, en 1928, c'est que Sukarno fait adopter le symbole du nationalisme indonésien, un drapeau rouge et blanc avec le slogan « Un État, une nation, une langue ». Et donc très rapidement, donc le PNI prend rapidement de l'ampleur, il recrute principalement parmi les fonctionnaires, les étudiants, et il recrute également des partisans au sein du parti Sarekat Islam. Donc le parti Sarekat Islam, c'est un parti musulman, plutôt partisan, on va dire, de méthodes violentes, mais cette méthode violente aboutit donc à une répression, ce qui fait que les mouvements de type parti communiste indonésien ou parti musulman indonésien vont devoir travailler à la fois dans l'illégalité, voire dans la clandestinité pour le PKI. Donc très rapidement, donc Sukarno devient une des figures emblématiques de cette révolte et de cette rébellion, et Sukarno va Gautier être arrêté en 1929. Donc Sukarno va être arrêté en 1929, et en fait à partir de ce moment-là, le nationalisme lui se divise en deux tendances. Donc l'une qui est pour une coopération limitée avec les Hollandais, on va dire une espèce de politique de compromis, et les autres, on va dire fidèles au courant du canal historique, c'est indépendance intégrale. Donc on l'a dit, Deuxième Guerre mondiale, déflagration monstrueuse en Europe, les puissances européennes s'écroulent devant l'Axe, devant les puissances de l'Axe, et bien évidemment les Hollandais n'ont plus la main pour maintenir leur état de puissance dominatrice sur l'Indonésie. Tout comme les Français n'ont plus la main en Indochine. Oui, ils doivent coopérer avec le Japon. Oui, tout comme les Français, voilà, comme dit Gautier, n'ont plus la main en Indochine, et voire même dans certains pays d'Afrique noire. Il n'y a que relativement la France, sur le Maghreb, où la France va encore garder une certaine mainmise, et encore, ça va être très compliqué entre les forces fidèles au nouveau gouvernement de l'État de Vichy et les militaires et les fonctionnaires qui vont faire allégeance au gaullisme. En tout cas, quoi qu'il en soit, les populations indonésiennes vont saisir en fait cette opportunité historique de cette double défaite de leur puissance dominatrice. Donc défaite de la Hollande dès le début de la guerre mondiale, et également défaite du Japon. Enfin, défaite de la Hollande en 1940, mais en Indonésie, la Hollande
garde un pied jusqu'en 1942, hein, parce que les Japonais n'envahissent pas tout de suite le reste de l'Asie. Vous savez qu'il y avait ce grand désir des Japonais de constituer un Dai Nippon, un grand Japon et une grande Asie, qu'ils voulaient organiser selon une sphère de coprospérité, comme ils disaient. Mais c'est en 1942 vraiment que les Japonais font leur, si on peut dire, leur blitzkrieg à eux, et qu'ils envahissent l'Indonésie. Les Néerlandais capitulent assez vite, hein, puisqu'ils ne combattent que quelques jours, à Bandung notamment, et ensuite il y a donc ces 3 années de l'occupation japonaise. En fait, ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est pendant les 300 ans de domination néerlandaise-hollandaise sur l'Indonésie, la domination en fait néerlandaise sur l'Indonésie ne sera jamais totale. C'est-à-dire qu'ils vont principalement contrôler les principales villes, les ports, mais il n'y aura pas une pénétration, il n'y aura pas des soldats hollandais sur tout le territoire indonésien. C'est vraiment une domination, on va pas dire molle, mais c'est pas une domination comme on a pu le voir en Afrique ou en Amérique du Sud, avec d'autres pays comme la France, le Portugal ou l'Espagne, ou même l'Angleterre dans ses colonies d'Amérique. La domination hollandaise va être une domination à la fois par la culture et également dès le départ, hein, dès le XVIe siècle, même dès le XVIIe siècle, par une alliance avec les principaux chefs, sultans, une alliance vraiment avec l'aristocratie locale. C'est vraiment, pour employer un terme un peu moderne, c'était un peu une domination de soft power. Oui, on peut dire ça. Alors moi, ça me fait un peu penser à ce que faisaient les Britanniques dans le Raj britannique en Inde, en s'associant comme ça aux différents notables, et en les associant y compris militairement. Par exemple, les Britanniques s'associeront avec des notables népalais qui sont les Gourkhas, ils s'associeront avec différentes tribus. Les Néerlandais ont fait un petit peu ça aussi en Indonésie. Il ne faut pas oublier aussi que l'Indonésie, c'est un archipel, donc c'est un territoire morcelé en fait en des centaines d'îles. Alors il y a Java qui domine, et puis Sumatra et l'île de la Sonde qui dominent un petit peu moins, mais c'est des centaines de petites îles densément peuplées, avec de très grandes forêts et un climat tropical. Je suppose que c'est le facteur d'une colonisation un peu particulière. Effectivement, ça ne peut pas être comme la colonisation de l'Algérie ou même de l'Inde, quoi. C'est vraiment, ça explique que probablement cette occupation un petit peu, pas toujours très ferme, mais parfois assez résiduelle des colons néerlandais dans les Indes orientales. Alors, pour revenir à 1945, paradoxalement, donc, l'occupation japonaise est l'accoucheur inespéré de l'indépendantisme indonésien, qui devient un mouvement de masse. On a parlé tout à l'heure du PETA et de ses 120 000 combattants. C'est tellement un mouvement de masse que, dès avant la capitulation japonaise, en juin 1945, Sukarno sent qu'il a les coups des franges pour énoncer un certain nombre de principes politiques de ce qui sera le futur État indonésien. C'est ce qu'on appelle la Pancasila, les 5 principes qui constitueront la charpente de la future constitution indonésienne, qui sont le nationalisme, un internationalisme à dessein humanitaire, ça fait un petit peu penser à la doctrine de l'Union soviétique, la démocratie, le socialisme et la croyance en Dieu. Et ensuite, en août, la PETA est tellement forte qu'elle fait pression sur Sukarno. Une partie des éléments de la jeunesse aussi font pression sur Sukarno pour qu'il déclare l'indépendance à l'Indonésie dès que possible. Et la capitulation du Japon le 15 août, après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, précipite en fait cette indépendance, et le surlendemain, le 17, donc l'Indonésie se déclare indépendante. Indépendante à la fois donc des Japonais et puis des Néerlandais qui étaient ses colons initiaux. C'est intéressant quand même de préciser, c'est que l'empereur japonais, peut-être sous la pression et la menace de la défaite imminente, avait reconnu l'indépendance de l'Indonésie proclamée par Sukarno et Hatta. De toute manière, on peut se dire que c'était ce qui était prévu par les Japonais, puisqu'ils avaient dit vous serez Indonésiens, vous serez indépendants je crois que c'était le 24 août. Oui. Pour un peu se délester de cette occupation qui devait trop leur peser militairement, parce que forcément ça faisait cantonner des troupes japonaises très loin du théâtre d'opération, qui était successivement la Philippine et puis le Japon. Alors oui, il y a eu cette indépendance qui quand même a pris le cours des Japonais, et donc
les Néerlandais qui étaient sortis de la guerre depuis 3 mois seulement, et qui donc ont été un peu pris de court. Ils ne peuvent naturellement initialement rien faire, même si il y a, dès cette époque et dès avant, la volonté des Néerlandais d'affirmer que, au sortir de la guerre, les Indes orientales resteront un territoire à eux, parce que, selon eux, les Indes orientales néerlandaises font partie intégrante du royaume des Pays-Bas. Il y a notamment cette affirmation intéressante du gouvernement en exil néerlandais et de la reine Wilhelmine. C'est pas le gouvernement hollandais d'occupation, naturellement, qui est le gouvernement d'Anton Mussert, dont je ne sais pas d'ailleurs quelle était la position vis-à-vis de l'empire colonial néerlandais, mais le gouvernement en exil prend bien soin de préciser aux Américains, après la charte de l'Atlantique, la charte de l'Atlantique, je pense que c'est 1941, il précise que, alors la charte d'Atlantique admet comme une nécessité, vous le savez, la décolonisation de l'Afrique et de l'Asie par les puissances européennes, décolonisation après-guerre. Les Néerlandais répondent aux Américains, Franck, que cela n'a pas vocation à s'appliquer aux Indes néerlandaises, qui, encore une fois, sont considérées comme partie intégrante du royaume. Oui, alors justement, les Néerlandais ne veulent pas, pour eux, ce n'est pas un territoire extérieur, comme tu l'as dit, il fait vraiment partie du royaume des Pays-Bas. Et les Néerlandais, curieusement, avec l'assistance britannique, vont parvenir à installer des forces spéciales à Jakarta et à d'autres points clés. Et donc, il va y avoir des affrontements entre les troupes dites républicaines, ou plus exactement nationalistes, et les troupes, on va dire, d'occupation ou de réappropriation de l'espace anciennement néerlandais sous contrôle. Et donc, il va y avoir des affrontements assez violents toute l'année 1946. Et là, la direction en fait indonésienne est obligée de s'exiler à Yogyakarta. Donc là, il y a également de nouveaux combats qui vont être terribles. Et là, les Néerlandais vont amener un expert en commando et en contre-insurrection. C'est le capitaine Raymond Westerling, surnommé le Turc. Et celui-ci va employer différentes techniques dites de terreur qui seront reprises par de nombreux belligérants lors de conflits de type asymétrique. Et selon les sources officielles, 3000 républicains, donc 3000 Indonésiens résistants, on va dire, sont tués en quelques semaines. Cependant, les succès militaires néerlandais, Gauthier, se limitent aux grandes villes. Et là encore, le combat pour l'indépendance, en fait, est gagné dans le cœur et dans l'esprit des Indonésiens. Certes, les militaires néerlandais remportent des succès dans les grandes villes et au point névralgique et stratégique de l'Indonésie, mais ils se montrent incapables, les Néerlandais, ou elles se montrent incapables, les forces d'occupation, de soumettre les villages de campagne et également les îles extérieures. Et donc, on est face à une situation un peu particulière, c'est-à-dire on a un pays qui est plus faible, qui est dominé dans ces grandes villes, mais en même temps, la majorité du pays rejette le processus de recolonisation de l'Indonésie. Et donc, finalement, il va y avoir des désaccords qui vont être signés, et là aussi, les Britanniques jouent encore le rôle d'intermédiaire, donc on peut également se poser des questions sur le rôle particulier des Britanniques, qui d'un côté signe une déclaration demandant aux pays belligérants d'arrêter d'avoir des colonies, de suspendre le processus colonial, et en même temps, lorsque les Néerlandais veulent reprendre leur ancienne colonie d'Indonésie, ils les soutiennent à la fois diplomatiquement et militairement, et lorsque le conflit se termine de manière on va dire en échec pour les Néerlandais, ce sont encore les Anglais qui sont à la table des négociations et qui mènent le jeu politique et diplomatique, et qui forcent même les Pays-Bas à reconnaître de facto l'autorité de la République d'Indonésie. Et donc les accords en fait de Linggarjati, conclus en novembre 1946, scellent dans un premier temps, on va dire, le retrait des troupes néerlandaises sur l'Indonésie. Oui, effectivement, c'est une situation très contradictoire, avec des progressions respectives du camp nationaliste et du camp indonésien. Il faut dire que à la fois les Néerlandais sont assez raides dans leur position,
comme le seront un petit peu les Portugais ultérieurement pour leur propre décolonisation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre parler de décolonisation, même si paradoxalement ils peuvent affirmer des principes généreux. Dès décembre 1942, par exemple, Wilhelmine déclarait être convaincu de la possibilité de constituer, je cite, un Commonwealth dans lequel les Pays-Bas, l'Indonésie, le Suriname et Curaçao entreraient avec pleine confiance et liberté d'action en ce qui concerne les affaires intérieures. Donc en plus, une sorte de Commonwealth beaucoup moins rigide que celui des Britanniques, où la politique intérieure de chaque parti serait flexible, enfin, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Donc les Néerlandais sont à la fois assez raides, et puis il y a quand même l'influence des deux super grands, les Soviétiques et les Américains, dans ce qui est un des premiers épisodes de la guerre froide, et ce qui décidera, je le crois, les Américains à ne pas appuyer excessivement une réinstallation coloniale néerlandaise dans les Indes, c'est que, on y viendra peut-être tout à l'heure, ils voient bien qu'il n'y a pas de danger communiste, par exemple, dans les Indes orientales néerlandaises, contrairement au Vietnam, enfin de danger entre guillemets, selon eux. Donc, il n'y a pas tellement d'intérêt géostratégique à appuyer ce qui peut quand même paraître comme anachronique à l'ère des décolonisations, c'est-à-dire, encore une fois, une réinstallation coloniale d'un ancien colon, ce qui est il n'y a pas beaucoup d'exemples historiquement comme ça. On peut comprendre la psychologie américaine comme ça. Et puis les soviétiques, eux, sont anticolonialistes aussi, donc ils n'ont pas intérêt à jouer la carte néerlandaise. Bien au contraire, ils appuient sans doute implicitement Sukarno et Hatta. Pour revenir à cette notion de Commonwealth qui ne s'est pas fait, enfin qui s'est fait pendant quelques années, Commonwealth néerlando-indonésien. Ça fait suite aussi à cette volonté un petit peu bizarre des Néerlandais, durant la guerre, en septembre 1944, d'installer un gouvernement des Indes néerlandaises. Alors ils ne l'installent pas naturellement ni aux Pays-Bas, ni en Indonésie, parce qu'ils sont occupés tous les deux, mais ils l'installent à Brisbane, en Australie. En septembre 1944, ils y massent quelques troupes, et des fonctionnaires, bien sûr, qui sont sous les ordres du gouverneur Van Mook. Ces fonctionnaires seront grossis, par ailleurs, des fonctionnaires qui étaient prisonniers de guerre des Japonais, donc à partir de l'été 1945. Et comme tu l'as dit, Franck, eh bien, les Néerlandais essayent comme ça de réinvestir militairement l'archipel. Ça, effectivement, ça n'est pas facile. Il y a quelques milliers de morts. Il y a un débarquement britannique donc sur l'archipel en septembre 1945, avec la reconquête en 1946, successivement des Célèbes, des Moluques, de l'archipel de la Sonde. Ils sont complètement réinvestis, mais l'intérieur de Java et de Sumatra sont inaccessibles. Les Néerlandais arrivent à accéder aux côtes de Java et de Sumatra, mais pas à l'intérieur des terres qui restent aux mains des nationalistes. Alors juste pour l'anecdote, il faut signaler que c'est pas strictement un contingent néerlandais donc qui vient faire cette réinstallation. Alors d'abord il est aidé de Britanniques. Il y a aussi qui participent à cette expédition des Indiens, des Gourkhas dont on a parlé, qui étaient donc ces unités armées britanniques recrutées au Népal, qui provenaient de ce clan du Rajasthan, le Ras Rajput, qui s'était immigré de force au XVIe siècle, il était chassé par les musulmans à l'époque, et il y a, de manière plus paradoxale, comme troupes supplétives des Néerlandais, des Japonais, ce qui naturellement excite d'autant plus les velléités guerrières de la jeune République indonésienne, parce qu'ils ne veulent pas être recolonisés par les Néerlandais, mais ils ne veulent pas non plus être humiliés par des Japonais qui les ont occupés quand même pendant 3 ans. Et on peut également préciser que en Indonésie, il va y avoir de nombreux métis, donc qui vont être le fruit d'alliances entre des Européens et des Indonésiens. Et en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue politique et sociologique, c'est que les métis ne seront pas du tout partisans de l'indépendance dans leur très grande majorité. Ils vont plutôt pencher soit pour le statu quo, c'est-à-dire le maintien de l'Indonésie en tant que colonie, voire même pour une autonomie toute relative. Et là aussi, on peut se poser des questions. Donc, certains historiens ont vu une espèce de lutte des classes
à savoir que les populations des villes et la population, on va dire, économiquement favorisée ou bourgeoise a plutôt penché du côté de l'ancien pays colonisateur et que les classes majoritairement plutôt jeunes ou ouvrières ou également fonctionnaires ont plutôt penché du côté de l'indépendance. Donc ce phénomène est vraiment très intéressant à étudier, c'est qu'on voit que derrière les aspirations politiques, il y a également des rivalités sociales et économiques en fait très fortes. Les métis indonésiens, étant donné qu'ils avaient un parent européen, on peut supposer qu'ils avaient accès à des écoles que les locaux, que les locaux, entre guillemets, les purs locaux n'avaient pas. Et donc, il va y avoir des situations sociales explosives. Il va y avoir des révoltes dans le pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'indépendance va être proclamée, il y aura quand même également des mouvements de résistance assez violents, mais en même temps plutôt faibles dans leur impact sur les grands enjeux politiques et diplomatiques de l'époque. Donc des révoltes à la fois ouvrières, paysannes, mais finalement assez peu suivies et circonscrites. Mais il y a également, voilà, il faut le savoir, des rivalités indonésiennes contre l'indépendance totale de l'Indonésie. Effectivement, c'était assez conflictuel. Ça se passera aussi de la manière suivante en Inde, même si ce sera beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus violent. Je pense qu'il y a eu à peu près 600 000 morts en Inde lorsque l'Inde a pris son indépendance du Royaume-Uni. Vous savez ensuite qu'il y a eu le conflit avec le Pakistan et le Bangladesh. Alors ces 600 000 morts rapportés à un pays qui peut-être à l'époque devait faire, je pense à peu près, un territoire qui devait faire à peu près, je pense à peu près 200 millions d'habitants, mais ça reste quand même un chiffre important. Il y a eu effectivement des heurts également en Indonésie, comme il y en aura également en Birmanie. Pour revenir à la réaction des populations, enfin notamment surtout des nationalistes indonésiens, il faut bien dire qu'à la perception objective, elle est plus ou moins avérée, cette perception, qu'il existerait un plan anglo-néerlandais contraignant l'Indonésie à revenir sous le jeu colonial. Elle est plus ou moins avérée parce que, effectivement, les Britanniques donnent leur appui militaire aux Néerlandais, mais enfin, les Britanniques ont d'autres choses à faire, notamment en Inde, et ils doivent aussi gérer la décolonisation de leurs possessions en Afrique. Et on voit bien que cette aide aux Néerlandais les gêne un petit peu. On pourrait d'ailleurs se demander, là c'est à la fois une anecdote et puis un petit peu un questionnement uchronique, ce qui se serait passé si ce n'était pas les Britanniques qui avaient géré le théâtre d'opération, enfin c'est cette partie de l'Asie, mais les Américains, parce que finalement, il y a eu un transfert assez opportun de l'Indonésie du théâtre d'opération américain au théâtre d'opération britannique le 15 août 1945, ce qui fait que ce sont les Britanniques qui ont débarqué aux Pays-Bas, et pas, je ne dis pas qu'ils l'auraient fait d'ailleurs, les Américains. Alors sans doute les Américains n'auraient pas eu les mêmes... déjà que les Britanniques n'étaient pas tellement partisans d'aider les Néerlandais, mais alors je ne sais pas ce qu'auraient fait les Américains pour le coup. Et puis pour revenir sur cet épisode même marginal de l'emploi de prisonniers japonais pour le maintien de l'ordre et les opérations militaires, ce n'est pas si anecdotique que ça, parce que donc les anciens colonisés jugent assez légitimement qu'il s'agit d'une provocation, et ça entraîne tout de même le dépôt d'une plainte pour l'Ukraine au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a été créée quelques semaines auparavant à San Francisco. Alors c'est marrant, c'est amusant, c'est l'Ukraine qui dépose la plainte, parce que je crois l'Union soviétique avait fait en sorte que l'Ukraine soit représentée c'était un jeu assez étrange avec les États-Unis. Je crois que les États-Unis avaient fait valoir qu'ils pouvaient représenter eux aussi plusieurs États. Je ne sais pas trop comment c'était agencé. En tout cas, l'Ukraine, partie donc intégrante de l'Union soviétique à l'époque, dépose une plainte pour dénoncer le retour du Japon, en quelque sorte, un peu paradoxal dans l'armée néerlandaise de réinstallation. Oui.
Alors on peut également préciser que lorsque l'indépendance est proclamée, donc on l'a dit, il y a eu des révoltes également sociales, des révoltes politiques, un jeu diplomatique à plusieurs bandes avec d'un côté l'Union soviétique, les Américains, les Hollandais, les puissances également européennes, principalement anglaises. Et les soviétiques, on peut également rappeler que les soviétiques ont essayé malgré tout de tenter une immersion communiste en Indonésie, parce que le 18 septembre 1948, une république soviétique d'Indonésie est déclarée à Maïdan, à l'est de Yogyakarta, par des membres du PKI et du PSI. Ce qui est assez intéressant et étonnant. Donc ils estimaient le moment venu pour un soulèvement prolétaire, et en fait leur mot d'ordre était contre Sukarno et Hatta, les esclaves des Japonais et de l'Amérique. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Américains n'ont pas aidé de manière frontale Sukarno, mais pour les communistes indonésiens, voire même pour certains musulmans indonésiens, Sukarno et Hatta étaient les esclaves de l'ennemi historique, le Japon, et également esclaves de ce grand pays qui commençait déjà son chemin vers la société de consommation, à savoir les États-Unis. Mais concrètement, cette république soviétique d'Indonésie fut balayée en quelques semaines, et rapidement en fait le pouvoir indonésien central reprit le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plan international, la République d'Indonésie fut alors considérée comme manifestement anti-communiste, alors que dans les faits, elle s'était simplement défendue contre un ennemi de l'intérieur qui entendait faire sécession. Donc aux yeux de la communauté internationale, elle est passée pour anticommuniste, l'Indonésie, alors que Gautier elle a simplement eu un réflexe de défense que n'importe quel État aurait pris contre... Oui, pour sa souveraineté. Oui, pour sa souveraineté, tout simplement. Et donc, en fait, tout au long de la guerre froide, l'Indonésie va être considérée comme un allié potentiel avec justement ce fameux adage du monde libre. Ah, c'est paradoxal, parce qu'il y a quand même, en 1955, pour faire un bond en avant, la conférence de Bandung en Indonésie, qui est aussi cette émergence officielle du tiers-monde, qui est un petit peu... Des pays non alignés, en fait. Oui, des pays non alignés. Alors, il y a les pays non alignés, comme la Yougoslavie ou la Chine plus tard, mais il y a aussi ce non-alignement du tiers-monde, ce qu'on appelle le groupe afro-asiatique, notamment bien représenté à l'ONU, forcément, puisque les pays décolonisés, chaque pays décolonisé, en gros, a un siège à l'ONU. Oui. Donc rapidement, on se retrouve avec... déjà, on passe d'une cinquantaine d'États à la configuration actuelle, c'est-à-dire à peu près 190. Un petit peu moins à l'époque, 180, parce qu'il y a les républiques soviétiques, mais on se retrouve avec des dizaines de pays décolonisés qui forment un groupe influent avec le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, etc. Et forcément, la position de ces États vis-à-vis du communisme est étudiée scrupuleusement à la fois par les États-Unis, dans le cadre de la stratégie du containment, l'endiguement du pouvoir communiste en Asie et en Afrique, et puis par les soviétiques qui essayent d'agrandir leur sphère d'influence dans les anciennes les anciens pays colonisés, et qui y arrivent bien, les soviétiques qui arrivent bien à implanter des pions comme ça en Algérie, en Angola, au Zimbabwe, etc. Et donc l'Indonésie, qui est quand même un pays peuplé à l'époque. Vous savez, l'Indonésie actuellement, je n'ai pas les chiffres de l'époque, mais c'est quand même, actuellement, c'est, je pense, à peu près 170 millions d'habitants. Et puis c'est plus que ça même. Je pense peut-être 200 ou 210 millions d'habitants. C'est le premier pays musulman au monde. Le Pakistan est derrière. Alors le Pakistan, ils doivent être à peu près 170 millions. Donc l'Indonésie, c'est vraiment un très grand pays, et ça devait être déjà un pays très peuplé à l'époque. Donc naturellement, l'Indonésie est considérée avec intérêt par les Américains et les Soviétiques, et on comprend que ça a été une décolonisation difficile finalement, parce que c'est un grand pays, parce que les colons étaient assez faibles, c'était une puissance assez marginale en Europe, les Pays-Bas, et on comprend notamment cette phase de contact assez intéressante entre août 1947 et janvier 1948, où le sort de l'Indonésie intéresse un peu le monde entier, parce que dans les diplomates qui sont à l'œuvre, il y a des délégués de l'Australie, des délégués de la Belgique et un délégué des États-Unis, donc c'est vraiment
Ça s'inscrit vraiment dans la guerre froide. Oui, alors une fois que l'indépendance est déclarée, que les différentes révoltes étudiantes, plus ou moins musulmanes, communistes, soviétiques oui, sont combattues, sont éteintes, sont asséchées, il est temps un peu de faire le bilan. Donc le bilan, en fait, en termes de morts, il est assez difficile parce que les chiffres varient. On parle de 10 000 morts, de 20 000, de 60 000 morts, donc c'est vraiment très difficile. Par contre, sur le plan économique, il y a eu une constante une fois que l'Indonésie a été déclarée indépendante, c'est qu'il y a eu, en fait, Gauthier, après l'indépendance, il y a eu deux économies. Il y a eu en fait une économie officielle de type républicaine d'Indonésie et également une économie, on va dire, pas parallèle, mais pas au sens de trafic illicite ou légal. Il y avait vraiment deux économies en vigueur, donc ceux qui passaient par le réseau étatique officiel et ceux qui passaient par les anciens réseaux, qui étaient les réseaux hollandais. Mais très rapidement, la pénurie va être monnaie courante, et c'est vrai que l'Indonésie va avoir du mal en fait à sortir de toutes ces années de lutte armée, politique et diplomatique par le haut. L'indépendance indonésienne, en fait, elle a été gagnée par la force, également la diplomatie. Par contre, une fois qu'on est au pouvoir, c'est difficile de gérer un pays, et c'est là en fait où le Hatta, donc qui a été le vice-président, comme tu le dis, et Sukarno vont être donc confrontés à la difficulté de gérer un pays donc qui est composé, comme tu l'as dit, de nombreuses îles, et également un pays qui est dans une zone, on va dire, territoriale, qui n'est pas frappée par un grand boom économique. Donc en fait, l'indépendance va être gagnée, chèrement acquise, mais le réveil de l'indépendance va être très difficile. Un pays qui est quand même plutôt divisé, qui est plutôt meurtri. Il y a des dizaines de milliers de Chinois et d'Eurasiens qui vont être tués. Il y a aussi quelques Européens présents qui vont être tués. On parle de 7 millions de personnes déplacées entre Java et Sumatra. Donc les lendemains de la décolonisation sont vraiment difficiles pour l'Indonésie. Elle va avoir du mal à trouver sa route sur le plan politique, diplomatique et économique, même si sur le plan diplomatique, elle s'en sort bien parce qu'elle arrive en fait à rester à l'écart de cette guerre froide qui s'annonce. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis sur les deux économies, économie officielle et économie plus ou moins sous contrôle néerlandais, sous influence néerlandaise, c'est ça que tu voulais dire. Parce que il faut dire aussi que les Néerlandais caressent l'espoir non seulement d'une recolonisation, mais aussi que éventuellement, si le pays devient pleinement indépendant, quitte à perdre la colonie, autant pouvoir influencer le système politique plutôt avec une constitution fédérale, qui serait d'ailleurs un petit peu à l'image de cet État totalement archipélagique, hein, c'est-à-dire que c'est un archipel, encore une fois, de centaines d'îles. Autant essayer de contrôler la politique et l'économie du pays, pensent les Néerlandais, avec la mise en place d'une république plutôt fédérale, tandis que Sukarno et Hatta, qui représentent les intérêts majoritaires, c'est-à-dire en gros les intérêts javanais, eux sont pour une république unitaire. On peut se dire d'ailleurs ça devait être c'était assez élevé comme programme de prétendre un État, une nation, une langue, parce qu'il devait tout de même y avoir, je suppose, une myriade de langues, et puis il n'y avait pas que l'influence musulmane sur place, donc c'était un programme assez élevé de Sukarno. Est-ce qu'il y est parvenu? Pas tout de suite, partiellement, mais quand même, alors là, pour faire un grand bond en avant, les économistes estiment tout de même que l'Indonésie fera partie de ce qu'on appelle les 11 prochains, c'est-à-dire les 11 économies du monde, avec des pays comme le Mexique, l'Iran, et le Vietnam, qui, à l'orée du XXIe siècle, compteront aux côtés de l'ensemble Brésil, Russie, les BRICS, avec l'Afrique du Sud, Inde, aux côtés de la triade ou de ce qu'il en restera, c'est-à-dire les pays d'Europe, le Canada, les États-Unis et le Japon. Les statisticiens, les analystes économiques estiment que l'Indonésie fera partie en gros des 30
importantes puissances mondiales Dans en ces 2100 années, en gros. Mais c'était un chemin effectivement difficile. Et en 1949, en novembre 1949, quand il y a le transfert de la souveraineté néerlandaise à ce qu'on appelle les États-Unis d'Indonésie, ce sera effectif le 1er décembre, c'est difficile de prévoir que l'Indonésie puisse être un grand. C'est pas facile de prévoir ça à l'époque. Oui, alors vous l'avez compris, donc la révolution donc, constitue le tournant de l'histoire de l'Indonésie moderne, et aujourd'hui en fait elle constitue encore un point de référence et également une caution des différentes tendances politiques qui s'affrontent aujourd'hui. Et effectivement, cette révolution a donné naissance au mouvement communiste, au communisme politique, à la démocratie dirigée, entre guillemets, de Sukarno, et également à des formes d'islam politique moderne. La révolution indonésienne montre également, peut-être pas pour la première fois dans l'histoire, mais en tout cas dans cette zone géographique, l'importance de l'armée et également des tentatives, comme tu l'as dit, de centralisation du pouvoir, là où il existait de nombreuses barrières à la fois sociales, sociologiques, voire même, pas ethniques, mais disons, oui, de dialecte. Il me semble qu'elle est beaucoup plus poussée qu'en Inde, par exemple. De toute façon, l'Inde est devenue un État fédéral, il n'y a jamais eu de centralisation. Alors l'Inde est beaucoup plus grande que l'Indonésie, et à peu près 5 fois plus peuplée, mais c'est quand même assez admirable la manière dont les Indonésiens ont décolonisé dans un territoire, encore une fois, qui est un archipel, avec une myriade d'îles et une myriade de langues minoritaires, ont pu réussir à constituer une véritable république unitaire. Voilà, chers amis, pour cette émission sur la déclaration d'indépendance indonésienne, et puis plus largement la décolonisation de l'Indonésie. Ce qu'on a appelé, on n'a pas dit le mot d'ailleurs, on aurait dû le dire, la Revolutie, R-E-V-O-L-U-S-I. Alors je ne sais pas si c'est de l'indonésien ou du néerlandais, mais c'était le mot qu'on utilisait à l'époque. Voilà, mes chers amis, pour cet événement historique, étrangement assez peu documenté en photographie, puisque vous ne trouverez qu'une seule photographie et de mauvaise qualité de la déclaration d'indépendance du 17 août 1945, une photo avec Sukarno qui lit un texte devant un micro. Voilà. C'est un petit peu dommage que cet événement soit sous-documenté. Nous reviendrons sur Fréquence Histoire donc début septembre, avec, je crois, Franck, une émission sur la dernière grande biographie consacrée à Marie-Antoinette. Merci Gauthier, à très bientôt. Merci Franck, merci à tous nos auditeurs.